Durant plus de 2 ans, la capitale du Maroc a été le théâtre d'une nouvelle bataille. Sous les fondations, jour et nuit, des hommes et leurs machines ont creusé sans relâche les entrailles de la ville lors d'une opération chirurgicale à haut risque. Le défi, creuser un tunnel qui passera à quelques centimètres sous le cœur historique de la cité. La raison, sauver un site historique dénaturé par une circulation trop envahissante. Au XIIe siècle, Rabat fut conçu comme un ribat, forteresse protégeant le camp militaire installé sur le site. La Casbah des Oudaya et ses immenses remparts nous offrent aujourd'hui un témoignage vivant. Celui d'une cité grandiose dont le caractère sacré doit être sauvegardé. Mais à l'aube du XXIe siècle, la ville s'est laissée envahir par un nouvel ennemi, la circulation automobile. La pollution et les vibrations des véhicules entraînent dégradation, fissures dans les bâtiments et murailles. Avec le développement de l'automobile, cet espace a été utilisé comme un passage entre l'amont et l'aval pour aller sur la corniche, au point où on est arrivé à quelque chose comme entre 30 000 et 50 000 véhicules jour. Le 23 novembre 2005, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg était créée. Et le 7 janvier 2006, Sa Majesté le roi Mohammed VI lançait officiellement le projet d'aménagement de la vallée dont fait partie le tunnel des Oudaya. Donc ce tunnel a été conçu au début et maintenant en train d'être réalisé, c'est pour préserver le patrimoine culturel, que ce soit les monuments historiques des Oudaya ou de la Médina, une partie de la Médina de Rabat, des agressions qu'ils avaient subies depuis des décennies, que ce soit la pollution chimique, aussi des vibrations, surtout les poids lourds, qui justement endommageaient quotidiennement les murailles et les monuments historiques en général, que ce soit de la Casbah des Oudaya ou de la façade fluviale de la Médina de Rabat. On a réalisé un diagnostic complet de tous les monuments. Ce diagnostic nous a permis de mettre en évidence un ensemble de désordres, de fissurations, de trous existant déjà dans les murailles sans les toucher. Dans le cadre de sa mission, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg a donc décidé de faire passer en souterrain cet axe de circulation devenu obsolète et nuisible. L'ouvrage permettra d'élargir la voie de circulation sans empiéter sur la ville, de regagner des espaces aménageables en surface et de supprimer les nuisances. Le tunnel permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants, de réaménager les espaces historiques et touristiques et de retrouver le lien existant jadis entre Médina et Oudaya. Un appel d'offres international est lancé en mai 2006 et remporté par un groupement d'entreprises italiennes après une sélection rigoureuse. Les études techniques sont confiées à 2 bureaux d'études. C'est un tunnel qui passe sous la cité des Oudaya, donc sous un monument historique qui date du 11e, du 17e siècle. Il se trouve juste à côté de la Médina des Oudaya, donc avec des contraintes urbanistiques importantes à prendre en considération. Et il se trouve dans un contexte géologique et hydrogéologique très particulier, puisque nous sommes dans des terrains plus ou moins perméables, et juste à côté de l'oued Bourgreg, donc avec le risque de venue d'eau et donc le souci disons, d'étancher l'ouvrage et d'éviter donc des venues d'eau à travers les terrains qu'on traverse. Après analyse technique, urbanistique et économique, le choix s'arrêtera sur le projet d'un tunnel à 2 tubes. Le portail amont, côté océan, se situera au pied de la muraille de la Casbah. Le tunnel passera sous cette dernière et sous les murailles alaouites. Il ressortira au pied des bâtiments historiques côté esplanade et s'étendra jusqu'au carrefour de Bab el-Bahr. Les sondages nous ont permis d'avoir le meilleur tracé qu'il fallait utiliser. Et c'était la variante, bien sûr, la moins chère, la plus fiable, qui a été choisie. C'est celle de passer en dessous. Et c'est une prouesse
technologique à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple route qui traverse une ville très importante, mais il a une composante particulière dans les passages souterrains au-dessus du bâtiment historique, qui est effectivement une chose extraordinaire dans le panorama des projets dans le monde entier. Les avantages de la variante choisie sont nombreux. En particulier, la faible occupation d'espace en surface, un tracé aligné assurant un bon niveau de sécurité pour la circulation et une longueur en souterrain réduite. Mais l'exécution nécessitera des adaptations continues, car les bâtiments historiques et le sous-sol réserveront des surprises. Ces édifices-là n'étaient jamais quelque chose de passif. Ils étaient toujours vivants et parfois même ils ont refusé certaines solutions que les ingénieurs ont étudiées. Le tunnel des Oudaya se compose de 3 types d'ouvrages. 2 tranchées ouvertes sur 220 mètres et des raccordements aux extrémités sur un linéaire de 312 mètres. Elles se prolongent par 2 tranchées couvertes, côté esplanade et océan, sur une longueur totale de 200 mètres. Ces dernières faisant la jonction avec un tunnel souterrain à 2 tubes à 2 voies, creusé dans le rocher sur près de 290 mètres, soit 1022 mètres de longueur totale. Budget total, 600 millions de dirhams, incluant travaux d'exécution, études, contrôle, déviation des réseaux et branchements. Il faudra relever de véritables défis et surmonter de nombreuses contraintes spécifiques à chaque partie du tunnel. Avril 2007, le chantier démarre côté océan par la tranchée d'accès au tunnel. Bien que minime, le risque de découvrir des sites archéologiques nécessitera une vigilance particulière à chaque découverte. En 2007, la déviation de la route côté océan pose un problème de sécurité publique à cause de l'affluence touristique en période estivale. On optera pour un soutènement par des parois dites berlinoises dès la fin septembre 2007, en permettant d'excaver immédiatement la tranchée couverte côté océan. On atteint rapidement le front d'attaque des 2 tubes sous rocher. Le 10 avril 2008, côté océan, on commence le percement du premier tube sous rocher. Avec une certaine appréhension, comme toujours dans les travaux souterrains. Au moins, si la calcarinite est friable, son avantage est de se creuser facilement en évitant l'emploi d'explosifs. Pelle hydraulique à brise-roche ou tête fraiseuse travaillent sans relâche. Des cintres recouverts de béton projeté assurent le soutènement provisoire des parois. Alors que le percement des tubes est en cours depuis le 10 avril, la réalisation des parois moulées est lancée avec l'arrivée de l'hydrofraise. Cet engin exceptionnel creuse un forage tout en y injectant un coulis de remplissage. Cette boue argileuse stabilise les parois et permet le pompage des matériaux excavés. En même temps, de l'autre côté de l'esplanade, on a attaqué les soutiènements aussi par parois moulées et on est rentré également dans les bâtiments historiques pour réaliser tous les travaux préparatifs. De l'autre côté de la bibliothèque, une campagne de reconnaissance complémentaire a permis de mieux cerner la consistance du sol et des bâtiments. À travers les carottes qu'on a récupérées dans les murailles, il s'est avéré que le mur n'est pas homogène. Donc il y avait des vides à l'intérieur. Après un nouveau séminaire, le projet d'exécution finalement adopté comportera 3 orientations majeures. La construction directe des 2 tubes sans galerie centrale, la réalisation préalable d'une dalle de reprise en sous-œuvre sur laquelle reposeront les bâtiments historiques et l'étanchéité totale de toute la zone de ces bâtiments. La partie la plus importante et la plus contraignante
au niveau du projet du tunnel des Oudaya, c'est le passage sous des monuments historiques avec une faible hauteur de recouvrement. Je dirais même une hauteur de recouvrement nulle. Jamais, en Europe, dans le monde, on a réalisé un tel ouvrage. De passer d'une manière aussi complète, quasiment complète, totalement, sous un ouvrage qui est quasiment millénaire. La fragilité des fondations et la réouverture de certaines fissures étant prévisibles, un système de monitoring a été mis en place dès le début, détectant le moindre mouvement pour donner l'alerte. Mais de mauvaises surprises sont mises à jour. Après enlèvement des structures modernes qui masquaient les murs d'origine, on découvre des trous, des irrégularités et de grandes fissures dans les bâtiments et remparts. Tout le tunnel a été suivi, les déformations, les charges et surtout au niveau des bâtiments historiques, on n'a pas admis aucun travail, aucune activité sans que le système de monitorage et d'auscultation était en fonction. Février 2009, les travaux de cicatrisation et de restauration sont effectués avec de la chaux et des matériaux traditionnels dans les règles de l'art des constructions de l'époque. Principal défi du chantier, la reprise en sous-œuvre des monuments historiques consiste à transférer les 70 000 tonnes de l'édifice depuis l'assise d'origine vers une nouvelle assise en béton que les équipes couleront en dessous. La première étape consiste à mettre en place le soutènement par micropieux. Plus de 4000 mètres linéaires de micropieux seront ainsi posés autour des fondations. En octobre 2009, on procède au découpage de la roche par bloc sous les fondations. Les morceaux découpés au fil diamanté sont retirés et remplacés par une poutre de béton armé en forme de U. Elle est coulée sur place au fur et à mesure et maintiendra en compression la base du mur. Donc on a réalisé toute une structure étanche et tout un système de soutènement provisoire et enfin aussi définitif du bâtiment historique avec des pieux métalliques qui soutiennent un grand dalle, qui est cette dalle-là, qui enfin soutiennent le bâtiment lui-même. C'est la séquence la plus intense du chantier. Les équipes excavent sous les poutres en U. Les engins, de taille réduite, manœuvrent avec précaution entre les micropieux qui soutiennent le bâtiment. Alors que la tension est énorme, l'opération se déroule bien. Par le tunnel sud, les engins d'excavation ont accédé au jardin des Oudaya et attaquent de ce côté le creusement du tunnel. À ce niveau-là, il y a la nappe, donc il a fallu réaliser tous les travaux d'étanchéité avec la technique de jet grouting. Sous les Oudaya, les deux tubes doivent traverser un passage infiltré d'eau qu'il faudra étanchéifier totalement. On procédera par excavation successive en 2 demi-sections. L'espace de la demi-section libérée permet alors d'effectuer l'étanchéité du sol par injection en profondeur de colonnes en jet grouting sous la partie inférieure du tunnel. On introduit par forage une buse rotative injectant un coulis à 400 bars. Ce jet à haute pression permet la destruction du terrain et le mélange avec le coulis injecté. Le creusement du premier tube sous rocher, qui s'était déroulé sans difficulté particulière jusqu'à la nappe phréatique, se terminera 11 mois plus tard, quand les équipes viendront à bout de la deuxième section du premier tube. C'est une première grande victoire. En janvier 2010, on commence, avec plus de confiance, l'opération de percement du deuxième tube sous le jardin des Oudaya. Les équipes en viendront à bout dans un grand moment d'excitation et d'émotion générale. Aujourd'hui, donc, on a procédé au dernier percement du tunnel des Oudaya. C'est une opération très importante parce qu'elle marque en même temps la fin des excavations souterraines, mais elle marque aussi, et c'est ce qui est important, la réussite
de la mise en œuvre d'un dispositif de représentation sous œuvre de monuments historiques des Udaya. Conscients de l'importance du projet, motivés par cette expérience unique, les équipes s'illustreront par leur cadence de travail soutenue et leur capacité à faire face aux difficultés. C'est un challenge, c'est un défi que nous avons relevé. C'est un travail d'équipe et effectivement, nous sommes très fiers d'avoir contribué à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel. En 30-40 ans d'expérience, je n'ai pas vu un chantier aussi sophistiqué, aussi élaboré. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes qui travaillent sur le Bourg grec sont devenus des experts à consulter, et même pour des ouvrages qui se réalisent à l'extérieur du Maroc. Élément clé du plan d'aménagement de la vallée du Bourg-Greg, le tunnel des Udaya permet enfin aux habitants de profiter à nouveau du front de mer libéré de sa circulation. À lui seul, le tunnel des Udaya constituera un élément marquant dans l'histoire du Maroc en restaurant la continuité entre deux quartiers historiques de la capitale et en contribuant à faire entrer Rabat et Salé dans une ère nouvelle de modernité où respect du patrimoine et qualité de vie sont intimement associés.